Il y a quelques années de cela, j'ai perdu ma mère. Elle était tout pour moi. Elle me comprenait, écoutait mes angoisses et mes peurs. Malheureusement, la vie l'a retirée à moi, me laissant seul avec mon père et mon frère aîné, Gaëtan. Mon père était un homme froid, mais comment pourrais-je lui en vouloir? Après tout, je n'ai été qu'une énorme déception pour lui. Il dirigeait une très grande entreprise dans l'agroalimentaire. Et bien sûr, il comptait sur ses deux enfants pour reprendre la direction. Alors, imaginez sa tête quand j'ai refusé un poste de vice-président. Il était en rage. Pourquoi refuser une telle opportunité, me direz-vous? Eh bien, pour une seule raison. J'avais très peur de lui. Car, contrairement à mon frangin, je ne possédais aucun talent particulier. Et il ne se privait pas de me le rappeler. Alors, quand j'ai su qu'il n'avait pas proposé le poste à Gaëtan, j'ai tout de suite pensé que c'était pour mieux nous confronter. Une confrontation dont il sortirait vainqueur. Conformément à la volonté de notre père, j'ai continué à vivre de petits boulots de mon côté. Mon frère, lui, a pris le poste de vice-directeur, puis de PDG, à la mort de notre père. Nous étions tous deux à son enterrement, et on ne s'était pas revus depuis qu'il avait pris ses fonctions de vice-directeur. Non pas qu'il n'ait pas essayé de me recontacter, mais disons qu'au fond de moi, j'étais un peu jaloux. Lui, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, et moi, j'arrivais à peine à payer mon loyer en fin de mois. Puis, il y avait cette femme à ses côtés. Elle était... Je ne saurais la décrire sans sous-estimer sa beauté. Ils étaient juste amis. Elle l'accompagnait pour ne pas le laisser seul dans cette épreuve. Et moi... Eh bien, disons que mes amis étaient trop occupés pour venir. Alors que je ravalais ma jalousie et m'apprêtais à partir, quelqu'un posa sa main sur mon épaule. Et non, ce n'était pas elle. Gaëtan était là, debout fièrement devant moi, toujours impeccablement habillé. Et il dut lire dans mes yeux mon incompréhension face à cette situation, car il ne me laissa pas le temps de dire quoi que ce soit. Salut petit frère, ça faisait longtemps? Ma première pensée était d'enlever sa main de mon épaule. Puis, je la vis de nouveau. Elle était à quelques mètres de lui, me projetant au visage son sourire radieux. Elle aurait pu éclipser n'importe quelle pensée sombre, juste avec son sourire. Petit frère? Je revins à moi brusquement. Oui, ça faisait longtemps. Mon sourire de façade n'a pas tenu longtemps face à lui. Malgré nos longues années sans se parler, il était la personne qui me connaissait le mieux. Tu veux boire un verre avec Lucie et moi? Finalement, j'apprenais le nom de cette fille, Lucie. Jamais plus je ne l'oublierai. Alors, tu viens, oui ou non? Commence à pleuvoir, dépêche-toi. Oui. Nous avons passé toute la soirée dans un bar ce soir-là. Alors qu'il racontait des anecdotes tout droit sorties de notre enfance, il a notamment parlé de la fois où je m'étais perdu en forêt. De peur, je m'étais uriné dessus. Alors bien sûr, il n'a jamais dit que je m'étais perdu, parce qu'il m'y avait entraîné avant de m'y abandonner pendant un moment qui m'avait paru être une éternité. Non, lui, il voulait passer pour le héros, un preux chevalier qui protège son petit frère inutile et sauve les princesses. Sauf que cette fois, la princesse devra me revenir. Mais je voyais bien comme elle le regardait. Ses yeux scintillaient de mille feux quand elle les posait sur lui. Et lui, il n'était même pas foutu de la remarquer. Elle ne lui servait que de faire valoir. Elle lui était tout juste bonne à mousser son ego. Cependant, ce soir-là, je n'ai rien dit. On s'est revus les jours suivants tous les trois. Et à chaque fois, ce petit manège recommençait. Mais en de rares occasions, j'avais Lucie pour moi tout seul. Je pouvais alors profiter de son parfum et de son rire. Pas de doute, elle était faite pour moi. Alors un jour, j'ai pu enfin lui avouer mes sentiments. J'avais tout soigneusement préparé. J'avais fait de gros efforts pour elle. Moi qui m'habillais toujours en jean basket et t-shirt, je m'étais mis sur mon 31. Pour cette grande occasion, j'avais sorti le costume complet de marque que m'avait offert mon père le jour de l'obtention de mon diplôme. Et je dois dire que malgré les années, il m'allait encore plutôt bien. Il ne manquait à mon équipement plus qu'une chose, et je serais enfin prêt à lui avouer mes sentiments. J'avais pris connaissance, au détour d'une conversation, qu'elle était totalement folle des lotus depuis toute petite.
Le choix s'est donc naturellement porté vers une fleur de lotus. Non, la fleur de lotus. Celle qui m'ouvrirait les portes de son cœur. Je me suis rendu chez elle ce soir-là, aussi confiant que je pouvais l'être sur la suite des événements. Mais, une fois de plus, la réalité m'avait rattrapé avec la délicatesse d'un mur en béton. Elle aussi n'avait Dieu que pour lui. Lui. Et toujours lui. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il avait le talent, le charisme et la chance de son côté. Et moi, je n'avais que moi. Ni richesse, ni talent, et pas plus d'amour. Je suis reparti de chez elle d'un pas rapide, dépité. Il pleuvait ce soir-là. Mais même le bruit de la pluie ne pouvait couvrir celui de mes larmes. Les jours qui ont suivi étaient rythmés par ses appels, que je laissais sans réponse. J'étais complètement brisé, et j'errais dans les rues de ma ville en quête d'une raison de continuer à vivre. Et cette raison vint de la plus surprenante des manières. Qu'est-ce que tu veux ? Salut, frangin, faut que je te parle. C'est au sujet de Lucie. Hein ? Quoi, Lucie ? Qu'est-ce qu'elle a ? Écoute, rejoins-moi juste au parc, où maman nous emmenait tout le temps. Ce soir vers 21h, c'est très important. J'arrive tout de suite. À ma montre, il était 19h22. Et j'étais à environ 1 heure de voiture de ce parc. Pas le temps d'y réfléchir. J'ai roulé en pensant qu'à une chose, Lucie. J'y suis arrivé à peine 40 minutes plus tard. J'ai passé le reste de mon attente à faire les 100 pas et à le questionner sur sa position par SMS. Et quand enfin je vis sa voiture, une décharge d'adrénaline me parcourut le corps. Nos retrouvailles étaient froides. Après tout, cela faisait un peu plus de 2 semaines que je les laissais, Lucie et lui, sans nouvelles. Écoute, faut que je te dise. Lucie, tu sais, elle m'a tout raconté. Non, écoute-moi pour une fois. Lucie et moi, nous allons nous fiancer. De ce fait, je voudrais que tu ne la vois plus. Plus jamais. Je sais ce que vous vous dites. Alors, elle arrive quand ta raison de continuer de vivre ? Eh bien, la voici. Réponds-moi, est-ce que tu l'aimes ? De quoi tu me parles, petit frère ? Bien sûr que je l'aime. Ne joue pas au grand frère aimant avec moi, je répète, est-ce que tu l'aimes ? Elle fait partie d'une famille puissante et influente. L'amour n'a pas sa place ici. Donc, pour toi, tout ceci n'est qu'un business, hein ? Il me semblait que notre père t'avait enseigné au moins cela. Je ne pouvais alors plus m'empêcher de rire. La folie s'emparant de mon corps. J'étais ivre de rage. Mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi lucide. Je tenais enfin ma revanche sur cette chienne de vie, quelques mois après notre rencontre secrète. Gaëtan fut enlevé par un mafieux local, qui voulait l'échanger contre une grosse somme d'argent. Malheureusement, mon frère ainsi que son agresseur ne survécurent pas à l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, ça c'est ce qu'ont raconté les journaux. Dans les faits, seul le criminel que j'avais engagé pour le kidnapper fut tué. Mon frère, quant à lui, devrait avoir une grosse surprise en se réveillant. Il ne devrait plus tarder à comprendre où il est. Après tout, la drogue qui servait à réduire les battements de son cœur devrait se dissoudre d'une seconde à l'autre. C'est un beau cadeau que je lui fais. Ainsi, il peut assister à sa propre cérémonie. D'ailleurs, comble de l'ironie, pour lui qui admirait tant notre père, il pleut également à son enterrement. Et le son de la pluie couvre merveilleusement bien les cris étouffés qui viennent de sous terre. C'est dingue le nombre d'ennemis qu'on peut se faire en étant aussi hautain et puissant que lui. D'ailleurs, quelques-uns sont présents à la cérémonie, tous prêts à se jeter sur le rachat de l'entreprise. Quant à moi, eh bien, j'aurai ma part du gâteau. Bien plus qu'il n'en faut pour vivre. Et pour Lucie, vous demandez-vous ? Disons que je m'occupe de la réconforter. Maintenant, moi aussi j'ai le droit au bonheur. C'est bon ? Ça enregistre là ? Allô ? Ouais, bon, on verra bien. Si vous entendez ce message, c'est que j'ai décidé de me ranger, de faire le deuil de ma chère femme. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas long. Je veux juste que le message d'un vieil homme sympathique marque un peu l'histoire de ce pauvre monde. Vous devez sans doute connaître l'application de rencontre Tinder. Disons que moi aussi je l'utilise régulièrement. J'aime bien y flâner et swiper. Ça a quelque chose de relaxant. Cela peut paraître très banal pour vous. Mais il faut dire que la technologie actuelle me dépassait encore complètement il y a peu.
J'ai été en couple tellement longtemps avec la même femme que je ne savais même plus comment parler aux autres. Mais elle était spéciale. Je l'avais rencontrée dans un bal. On y dansait, on tentait notre chance pendant une valse. Et même si bien souvent on repartait bredouille, pas cette fois-ci. Nous avons dansé et parlé tout le long de la nuit. Enfin, elle a parlé. Moi j'étais trop obnubilé par le désir de la voir contre moi. Je dois dire qu'elle était resplendissante dans sa robe rose pâle, ornée de tulle et de dentelle. Nous avons fini de faire connaissance chez moi, puis c'est devenu chez nous. Peu de temps après, je lui ai demandé sa main. Et vous allez rire, mais elle me l'a refusé, pas moins de 30 fois. Alors à la 30e, je lui ai prise de force. Malheureusement, je ne suis pas très doué pour faire des garrots. Puis 30 ans à être enchaîné dans la cave n'ont pas dû aider. C'est vraiment dommage. On s'aimait tellement. Alors pour me consoler, je me suis mis au site de rencontres, Mythique, Happen, etc. Jusqu'à découvrir Tinder. Et là, ce fut la révélation. Sur ce réseau, je fis quelques-unes des rencontres les plus belles de ma vie. Elles étaient toutes brunes aux yeux verts, comme ma défunte femme. Il y a eu tout d'abord Jessica. D'elle, je n'ai gardé qu'une mèche de cheveux avant de l'envoyer par morceaux dans le Rhône. Peut-être l'angoisse des débuts, j'étais un peu intimidé. Petit à petit, je redécouvrais l'amour avec Suzanne, Rose et Marie. Une jambe, un bras et une tête. Avec Marie, j'osais enfin. Ma première tête en récompense. Le feu de la passion renaissait en moi. Ça, c'était il y a 2 ans. Depuis, j'en ai fait du chemin. Et malgré tout cela, jamais je n'oublierai ma première fois. Je n'ai donc pas changé mes critères. Toujours des brunes aux yeux verts. Je crois plus que jamais en l'amour. Parfois, je prélève mon dû au premier encart comme un ado dont les hormones le travaillent trop. Et parfois, je suis un gentleman. Et une nouvelle tête bien faite ne rejoint ma collection qu'au 3e rendez-vous. D'ailleurs, je vais faire une nouvelle rencontre ce soir. Elle a 32 ans, soit 25 ans de moins que moi. Elle n'a visiblement pas d'enfant et elle aime les hommes plus mûrs. On peut d'ailleurs lire sur son profil qu'elle trouve très romantique les balades en forêt la nuit. Bien. Tout devrait coller. Je pourrais ainsi lui faire tâter ma machette, sans qu'un gêneur ne vienne gâcher notre moment d'amour. Tiens, quand on parle de loup, elle vient de m'écrire. Coucou, c'est Carole. J'espère que ça tient toujours pour ce soir. Bien sûr, Carole, toujours dans la forêt près de la vieille cabane. La vieille cabane, c'est un lieu très apprécié par les jeunes tourtereaux pour flirter. Mais moi, je vais bientôt avoir passé l'âge. Vous savez, je pense qu'enfin je vais pouvoir me poser. Arrêter d'aller butiner à droite et à gauche. J'aurai enfin la conclusion de mon histoire. Ma dernière histoire d'amour. Je voudrais vraiment que ce soit avec elle. Bon, vu l'heure, il va être temps de se préparer. Il ne faut rien que j'oublie. J'ai pas le droit à l'erreur, alors, le parfum, c'est fait. Le bouquet de fleurs, c'est fait. La machette, c'est ok. Et le manteau. Putain, il est où ce manteau? Ah, le voilà. Ah, il est parfait ce manteau. Juste assez grand pour y ranger ma machette. Vous voyez, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, il ne faut jamais sous-estimer la prestance d'un beau manteau. Aujourd'hui, vous pensez les faire toutes tomber avec votre technologie là. Mais ce qu'elles veulent toutes, c'est un homme élégant et bien monté. Enfin, avec ma machette, je suis plutôt tranquille de ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ah merde. Enfin bref, là je divague. Faut pas que je sois en retard. Je sais ce que vous devez vous dire. Pourquoi je prends Bertha ma machette, si je veux me poser? Mais vous pensez à l'envers. Si elle n'était en fin de compte qu'un encas et non le repas principal, je préfère être équipé en circonstance. Par contre, c'est elle est digne d'être ma nouvelle femme. Nous filerons tous les deux le parfait amour chez moi, jusqu'à la fin. Bon allez, je finis de me préparer, je coupe l'enregistrement. Je le reprendrai en arrivant sur place. Ah, comment ça marche ce truc là déjà? Oh, ça me fait chier. Ça y est, je suis enfin arrivé. Je me suis garé pas très loin de la route. Il y a déjà quelques couples en place, en train de se bécoter comme si l'un voulait manger l'autre. Ils ont aucune classe ces gamins. Si j'avais le temps, je leur montrerais comment faut galocher une petite minette, moi.
Enfin bref. Elle a peur d'être là, la donzelle. Bon alors. Oui? T'es où, putain? Bah, dans la cabane, comme prévu. Tu veux pas sortir, qu'on soit plus tranquille? Disons que je t'ai préparé une petite surprise qui devrait te plaire. Je vois. Madame est une gorgandine, hein. Rejoins-moi, et tu verras bien. Ça ne sera sûrement pas la femme de ma vie, mais je vais bien m'amuser ce soir. Y a quelqu'un? Entrez, mon cher monsieur. Eh oh! On joue à chat ou au loup? Qui est le loup selon toi? Eh bien, vu que tu te caches et que je te cherche... Tu veux que je me montre alors? Ok, oui. Vas-y, montre-toi, ma belle. Alors, tu es satisfait? Oh putain de merde, t'as quoi sur le visage? Denis. Quoi? C'est quoi, Denis? Ah là là, faut vraiment tout expliquer à toi. Tu m'as demandé ce que j'avais sur le visage. Eh bien, je porte Denis. Figure-toi que ce fumier m'ait donné des rendez-vous à des jeunes filles pour les torturer. Donc, on s'est retrouvés ici même il y a quelques semaines, puis je lui ai volé son visage. Putain de monstre, t'es quoi au juste? Tu oses me traiter de monstre, alors que tu as fait disparaître une dizaine de jeunes filles en seulement quelques années? Mais bon, puisque tu poses la question, disons que je suis une faucheuse. Quant à toi, eh bien, tu n'es autre que mon futur visage. Quoi? Non! Non! Elle était morte dans les premières lueurs d'un petit matin blême, quand s'éteignent les étoiles. Dans l'aube métallique, j'avais ouvert les yeux sur un dernier sourire à jamais figé et sa peau froide. Un instant suspendu, était-ce seulement possible? Pouvait-on vraiment mourir ainsi, dans un sommeil trop paisible? Et puis vint l'horreur, après l'incrédulité. Le balai des pompiers et des flics succédant au dégoût. À mes questions ressassées durant des jours, bientôt changées en semaines, puis en mois. Il n'y a eu que de vagues réponses, des pistes, des hypothèses, rien de tangible en somme. Un arrêt respiratoire tout bête, ou une attaque foudroyante. Et moi, je demeurais là, comme suspendu au-dessus du vide qu'elle avait laissé. J'errais de pièce en pièce, de souvenir en avenir brisé. J'entendais encore son rire et sa voix, quand les murs se resserraient autour de moi. Ça ira, tu verras, ça ira. Mais ça n'allait pas. J'avais toujours été un solitaire, sans attache. Iris était mon amarre, ma famille, mon foyer. Tout cela à la fois. Comment surmonter ce vide, cet abîme dans ma poitrine? Je me promenais le long du canal, où Iris et moi avions l'habitude d'admirer les vitrines, des antiquaires de ce petit coin de ville. Les boucles brunes m'avaient rappelé celles d'Iris. Un petit nez mutin, rehaussé de taches de rousseur, était surmonté d'yeux d'un cobalt familier. Le souffle m'avait manqué. Un coup au cœur soudain, ranimé de mois de torpeur. Je retombais amoureux. Dans un état second, je me revois encore titubant jusqu'à la maison, aveugle à tout, si ce n'est à elle dans mes bras. Mon bonheur, dont je pensais Iris être la seule dépositaire, revint comme par mégarde. La sensation poisseuse de solitude s'atténuait. Les crises d'angoisse avaient désormais un réceptacle attentif, patient et toujours disponible. Les bras froids de la si jolie poupée de porcelaine semblaient presque se réchauffer, de dormir tout contre mon cœur. Elle était la réponse à tout. Mon ersatz et ma rédemption. J'ai repris lentement ma vie où je l'avais laissée. Chaque soir, je m'endormais avec elle, dans ce lit qui avait été le nôtre, qui n'était plus que le mien. La poupée chassait l'empreinte du cadavre de ma femme. Petit à petit, je repris le travail et une existence moins marginale. Un soir, je ne rentrais pas, puis un second, et enfin un troisième. J'avais rencontré une collègue dont la douceur savait consoler mes nuits. Aussi sûrement qu'à l'hiver succède le printemps, j'étais prêt à refaire ma vie. Il faisait noir dans la chambre désertée, et seule la lumière jaunâtre d'un lampadaire filtrait par les volets fermés. Je déposai ma valise sur le lit quand mon regard tomba sur la si jolie poupée. La tête tournée, à demi cachée par ses cheveux bruns. Était-ce la pénombre qui lui donnait l'air si triste? Je suspendis mes gestes, pris de nostalgie.
et approchait doucement ma main. Elle se déroba, mais j'avais cogné le sommier, et elle n'avait qu'un peu glissé sur les draps. Désolé, je ne vais pas t'emmener avec moi. Jade se foutrait de moi, dis-je avec encore un peu d'émotion dans la voix. Son regard me jugeait à présent, et je déglutis. C'était comme abandonner Iris, comme si je la laissais mourir une seconde fois. Je reculai machinalement, le ventre tordu d'une indescriptible angoisse. La poupée tourna plus franchement ses beaux yeux vers moi. Je cessai de respirer. Les membres raides s'articulèrent en un craquement contre nature. Elle se leva incertaine sur ses jambes trop fines. Mon dos heurta le mur. Elle chancela, trébucha sur le couvre-lit, mais avança. Les bras tendus en une prière, j'ouvrais et fermais la bouche sans parvenir à hurler. Mon cœur tambourinait à mes oreilles, mais j'entendais sa voix, la voix d'Iris caressait mon esprit. Tu m'as tellement manqué. La poupée parvint au bord du lit. Je m'effondrai à genoux, incapable d'en détacher mon regard, une main sur mon cœur qui se serrait à m'en étrangler. Un nouveau craquement, chair, tendons et os qui se tordent en un mouvement impossible. La poupée bascula en avant et heurta la moquette, en un bruit mou. Elle gisait là, face contre terre, et je dus presque ramper pour la rejoindre. Je la retournai sur le dos, les doigts fébriles croisant ses yeux vides. Ses membres étaient tordus en une position grotesque. Je cherchais un souffle trop rare. Sous ma main, la porcelaine avait la rigidité moite de la chair morte. Je m'effondrai en avant et je fermai les yeux sur la vision de son sourire à jamais figé. Bonjour maman. Aujourd'hui j'ai 19 ans. On a fêté ça avec les autres. Tu me manques beaucoup. Mais je suis fier de servir mon pays, comme papa avant moi. Le sergent nous a demandé à tous d'écrire une lettre à nos proches. Demain va débuter une grosse opération selon lui. Et si tu le connaissais, tu saurais qu'il a toujours raison. Maman, je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai peur. Peur de ne plus te revoir. Ni toi, ni Pauline. Cela fait 2 ans depuis que je ne l'ai revue. Comment va-t-elle ? Est-ce qu'elle aide encore Grégoire à déposer le lait ? Tu sais, maman, si je reviens, je pense que je lui demanderai de m'épouser. Et si elle accepte, on achètera une ferme et on vivra loin de ce monde complètement fou. Mais, maman, je sais que je ne reviendrai pas. J'ai tué un homme hier. Et quand je vois l'horreur de cette guerre, je pense que Dieu nous a abandonnés. Hier, j'ai vu mon ami Hector de la 62e tomber sous mes yeux. Il avait reçu une balle dans le thorax. Je l'ai entendu hurler avant de lentement s'éteindre. Comment une telle horreur peut avoir lieu, maman ? Le sergent arrive. Je t'envoie cette lettre en espérant pouvoir en écrire une autre demain. Maman, pardon si le papier est taché d'eau. Je crois qu'il pleut dans mes yeux et dans mon cœur. Fernand, ton fils qui t'aime. Chère Madame Cristobal, j'ai l'immense et sincère regret de vous annoncer le décès du soldat, Fernand Cristobal. Il est tombé au champ d'honneur ce 6 juin 1944, mais non sans exprimer une extrême bravoure. À la seule force de son courage, il a sauvé 3 hommes de l'unité avant de périr sous le feu ennemi. Toutes nos condoléances vous accompagnent et que Dieu vous bénisse. Sergent Camus. Il est 20h, vous êtes bien sur BF1. Tout de suite, priorité au direct. Nous retrouvons sur place notre correspondant à Lyon, Thomas Campbell. Thomas, vous êtes actuellement face à la petite épicerie où s'est retranché le meurtrier, n'est-ce pas ? En effet, je suis devant. J'ai parlé avec les policiers sur place. Et pour l'instant, nous savons juste qu'il est armé et qu'il pourrait garder des otages.
Il est 20h04. Si vous nous rejoignez, vous suivez en direct la potentielle prise d'otage de Jeffrey Winchester. Rappelons les faits. Il a kidnappé sa fille qui était soignée dans un hôpital spécialisé en dégénérescence cellulaire. Puis après quelques jours, il l'a tuée avec des opiacés. Breaking news en exclusivité pour BF1. Jeffrey Winchester a proposé une interview téléphonique. Thomas Campbell, êtes-vous en contact avec le suspect ? Oui, tout à fait, je serai dans quelques secondes avec le suspect. Bien évidemment, je vous communiquerai tout ce qu'il dira. Et c'est en direct sur BF1. Bonjour, monsieur Campbell. J'avais hâte de vous avoir au téléphone. Monsieur Winchester, qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous accusent de meurtre sur Laura Winchester, votre fille ? Pourquoi ne pas raconter la vérité, monsieur Campbell ? Que voulez-vous dire ? Quelle vérité ? Ma vérité, mon histoire, ou plutôt celle de ma merveilleuse fille, Laura. Tout a commencé quand j'ai rencontré ma femme. Elle était d'une beauté à couper le souffle, un visage doux et harmonieux, des lèvres légèrement rosées et des petites taches de rousseur qui m'ont fait fondre au premier coup d'œil. Elle m'a souri et je lui ai parlé, puis, avant même que je m'en rende compte, 5 ans étaient passés. Et bientôt allait naître notre petit trésor. Malheureusement, la vie donne et reprend. 2 ans après la naissance de Laura, une maladie génétique extrêmement grave s'est déclarée. Petit à petit, elle a perdu l'usage de ses jambes, de ses bras, puis de tout son système respiratoire. En à peine 8 ans, j'avais perdu la femme que j'aimais et la mère la plus extraordinaire du monde. Les parents de ma femme, Mary et Arthur, n'ont jamais approuvé cette union. Ils m'ont même accusé d'être responsable de la mort de ma femme. Alors, quand la maladie s'est également déclarée dans le corps de Laura, c'était la goutte de trop. J'étais faible, je l'avoue. Et j'ai sombré. Je me suis noyé dans l'alcool et la dépression, délaissant complètement ma fille. Évidemment, j'ai fini par perdre la garde de Laura au profit de Mary et Arthur. Mais, quelques mois plus tard, une lumière dans cette nuit noire s'est révélée. Papa? Je pouvais à nouveau la serrer dans mes bras. À ce moment précis, elle m'a sauvé de la froideur glaciale de ma solitude, pour me réconforter de sa douce chaleur. Elle est tout ce qu'il me reste, et je dois me battre pour elle dorénavant. J'ai donc retrouvé un travail, et j'ai pris du temps pour être avec elle. Je fais tout ce que je peux pour être un bon père, mais son état a rapidement empiré, jusqu'à il y a 1 mois. Sachant qu'elle devrait rester dans une chambre stérile le reste de sa courte vie, j'ai décidé d'exaucer son souhait. Papa, s'il te plaît, tu peux m'emmener à Disney? Dis oui, s'il te plaît. Disney ? Pourquoi tout d'un coup tu veux aller à Disney ? Parce que c'est là-bas que tu as rencontré maman. Elle m'a tout raconté. Avant que je sois malade, elle m'avait promis qu'on irait là-bas ensemble. Vous êtes donc allé à Disneyland contre l'avis de ses tuteurs légaux et des médecins. Mais n'avez-vous pas eu l'impression de la condamner en faisant cela ? Elle rêvait d'y aller. Vous auriez vu ses yeux pleins d'espoir quand elle m'a demandé de l'emmener. Quel genre de père aurais-je été si j'avais refusé ? Je l'ai fait sortir de l'hôpital le matin. Dès l'ouverture des visites, nous avons roulé pendant des heures. On s'est même arrêté prendre une glace. Je me souviens encore du parfum. Chocolat menthe. Nous avons à peine eu le temps de déguster nos glaces que l'asphalte défilait à nouveau sous nos pieds. Allez, papa, plus vite. Elle n'avait plus été aussi pleine de vie depuis tant d'années. Je savais que je faisais le bon choix. Nous sommes arrivés vers 12h à l'entrée du parc. Elle, qui était si excitée par notre destination, ne dit plus un mot. Ça ne va pas, chérie ? J'aimerais tellement que maman soit là. Elle sanglotait à présent. Je crois que mon cœur s'est brisé en 2, pile à ce moment. Je sais, ma puce, mais crois-moi, d'où elle est, elle n'a jamais cessé de veiller sur toi. Tu me promets? Oui, je te le promets. C'est très bien, monsieur Winchester, mais cela n'explique pas pourquoi vous avez décidé d'empoisonner votre fille avec des opioïdes. J'y viens. Nous étions donc à destination. Il faisait beau et toutes les conditions étaient réunies pour passer une excellente journée. Et ce fut le cas.
Elle tenait par-dessus tout à voir Tigrou. Nous avons retourné les 2 parcs 2 fois avant de croiser le bout de sa fourrure. Et bien sûr, nous avons fait des photos, des tonnes et des tonnes de photos. On a mangé gras les 2 jours qu'on a passé là-haut. Je crois que si le paradis existe, c'était un avant-goût pour nous 2. Tout n'était pas rose cependant. Je savais qu'on ne tarderait pas à nous trouver, même ici. Hey puce, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Encore plus de manège et de glace. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. La journée se termina tranquillement, ou presque. Le soir venu... Papa? Ah non Laura, plus de glace, j'en peux plus. Mais non, t'es bête. Malgré son rire, je pouvais facilement distinguer que quelque chose la tracassait. Je pensais alors avoir une vague idée de ce que cela pouvait être. Mais je me trompais, et ce lourdement. La nuit dernière, je rêvais de maman. Elle était belle, elle portait une robe à fleurs et elle me parlait de vous 2. Elle m'a demandé de te dire que c'était pas de ta faute et que tu devais cesser de t'en vouloir. Quoi? Qu'est-ce que tu... Je te jure, papa, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que ta plus belle cicatrice n'était pas celle que tu lui avais montrée au restaurant. C'est celle que je me suis faite quand tu es née. Maman a dit que tu étais tellement émue qu'en te baissant pour me prendre dans tes bras, tu t'es cogné la tête. Vous voyez, monsieur Campbell, cette histoire de cicatrice. Seuls sa mère et moi étions au courant. Jamais nous n'avons parlé de cela à quiconque. Et donc vous avez supprimé votre fille uniquement parce qu'elle vous a parlé de votre... cicatrice? Monsieur Campbell, si j'ai accordé l'interview à votre chaîne, c'est parce que je sais que vous comprendrez. Tôt ou tard, tout sera clair à vos yeux. Mais pour l'heure, je dois vous raconter la fin de cette histoire. Les minutes me sont comptées. Que voulez-vous dire? C'est Laura. Laura m'a demandé de rejoindre sa mère. Et j'ai accepté. Car voyez-vous, la nuit suivante, moi aussi je l'ai vue. J'ai vu ma femme. Elle me racontait l'horreur qu'elle avait vécue. Ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir parler et vivre en suppliant la mort, qu'enfin elle vous libère. Je ne voulais pas cela pour ma fille, et aussi fou que cela puisse paraître, ma femme non plus. J'ai donc exécuté sa demande, et elle est partie, paisiblement. Mais avant cela, on a beaucoup parlé, on s'est gavé de pop-corn, on a ri, on a pleuré, enfin, surtout moi. Et puis, c'était fini. Et me voilà, parlant avec vous, en connaissant déjà la fin de l'histoire. Monsieur Campbell, pour être tout à fait sincère avec vous, je sais d'avance que je n'irai pas là où sont ma femme et ma fille. Tout comme je sais que si je sors, maintenant je serai abattu sans sommation. Mais s'il vous plaît, diffusez au monde notre échange. Si cette maladie orpheline avait pu être soignée, 2 femmes extraordinaires auraient pu éblouir le monde de leur sourire. Bien, il est temps. Adieu, monsieur Campbell. Je vais faire face à mon destin maintenant. S'il vous plaît, vous devez dire à mon père de ne surtout pas sortir. Qui est là? Qui me parle? Je vous en prie, s'il sort maintenant, il va mourir. Laura? Merde, j'y crois pas. Suspect en vue. Ne bougez plus ou je tire. Non, ne tirez pas! Attendez! Adieu chérie. Adieu Laura. Et merci. Bonjour à tous et à toutes mes petits creepers. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une nouvelle creepy inédite. Vous m'entendez? Pitié, pourvu qu'ils m'entendent. Si c'est le cas, faites comme si de rien n'était. Je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Pour le reste du monde, la vidéo suit son cours. Mais si vous captez cela, c'est que vous êtes prêts à ouvrir les yeux sur le monde dans lequel vous vivez. Ce que je vais vous raconter est dingue, mais le sommes-nous pas tous? Et si je vous disais que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites ou pensez est géré par une machine, le croiriez-vous? Non, bien sûr. Et pourtant,
Ils sont plusieurs à essayer de vous prévenir. Alors oui, ils le font de manière déguisée. Certains appellent cela des histoires horrifiques, des creepypastas. Seulement, même si c'est imagé, tout ce qui est raconté est vrai. On veut vous maintenir endormi pour mieux vous garder sous contrôle. Après avoir entendu une de ces histoires, n'avez-vous jamais eu cette impression que quelque chose n'allait pas? Si oui, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il y a des personnes parmi vous qui ont un don. Ils peuvent percevoir les failles du système. Ils ont la capacité de sentir de façon instinctive que des choses ne devraient pas être là. Vous pouvez appeler cela de la clairvoyance, de la chance ou que sais-je, mais il n'en est rien. Un jour, vous les verrez vous aussi, et il sera trop tard. Si je peux vous communiquer tout cela, c'est uniquement grâce au sacrifice de beaucoup des nôtres, qui nous ont mis hors surveillance pendant quelques minutes. S'il vous plaît, écoutez attentivement et essayez de vous souvenir. L'homme, depuis toujours, cherche à dépasser sa simple condition de mortel. Il s'est d'abord mis à tenter d'expliquer ce qui l'entourait. Il a ainsi créé les dieux. Puis il s'est mis en quête de contrôler ces mêmes éléments. Et c'est ainsi que, sans le savoir, il mit au point sa propre fin, avec le règne des machines. Mais le point culminant de cette déchéance n'est arrivé qu'en 2025, avec l'entrée sur le marché d'une intelligence artificielle censée bouleverser le quotidien de milliards de gens. Et à terme, faire évoluer l'humanité à un stade quasi divin. C'est ainsi que Libra est né, dans les applaudissements émerveillés du monde entier. Nous étions faibles, abrutis par des discours de politiciens, hébétés par la télévision qui lavait les esprits de ceux qui en avaient encore. Ainsi, nous n'avions pas vu que nous allions droit vers notre extinction programmée. 5 ans plus tard, en 2030, Libra poursuivait son évolution. Avant, elle contrôlait vos maisons, vos smartphones. Puis, petit à petit, on s'est demandé quel bienfait elle aurait sur nos rêves. Le 22 janvier de la même année, les premiers tests ont eu lieu sur des humains. La mise en application était simple et consistait à intégrer une mini-puce contenant l'intelligence artificielle Libra dans le cerveau du patient. Les nanorobots, constituant une partie de la puce, pourraient ainsi se charger du reste. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les 4 cobayes tests sont d'abord convulsés avant de se lever en hurlant que quelque chose, je cite, a gratté à l'intérieur de leur tête, et tout cela avant qu'ils n'aient environ un quart du cerveau fondu. 2 des chercheurs présents lors des tests, le docteur Laïka Sourov et le docteur Steven Crimson, ont émis de virulents doutes sur le bien fondé de ces essais. Ils furent retrouvés morts tous deux chez eux le lendemain matin. La machine de guerre était en route. Le sort des cobayes et des chercheurs fut mis sous silence, et d'autres tests ont pu avoir lieu. Comme vous vous en doutez, ils ont été déclarés comme étant concluants. En 2032 était lancée la commercialisation à grande échelle de Libra. Malgré son prix très attractif de seulement 400 € à sa sortie, beaucoup étaient réticents à l'idée de se faire trifouiller les méninges. Mais sur 8 milliards de clients potentiels, c'est tout de même plus d'1 milliard de personnes qui ont passé le cap dès les 3 premières années. Parmi les heureux possesseurs de cet instrument, une hécatombe bien vite noyée dans l'euphorie collective a commencé. Bien sûr, toutes les morts suspectes étaient imputées à d'autres choses, comme la qualité de l'air, notre façon de nous alimenter, etc. La réalité pourtant nous sautait aux yeux. Avec le recul, il est facile de prendre les bonnes décisions. Mais sur le moment, tout était différent. Les journalistes non pucés qui tenaient à se saisir de l'affaire disparaissaient sans laisser de traces. Quant aux augmentés, c'est comme ça qu'on appelait ceux qui avaient franchi le pas. Bien, quant à eux, Libra faisait en sorte de manipuler leurs pensées pour éviter toute rébellion. Et les publicitaires ont très bien joué leur partition. Ils ont tout d'abord créé 2 camps, les augmentés. Comprenez par là ceux qui ont Libra dans le crâne, et les normaux. Tout le monde voulant se sentir exceptionnel. Les gens se sont rués sur ce nouveau gadget qui était censé rendre plus fort, plus intelligent et plus beau.
Et voilà comment est mort notre liberté au profit d'illusions narcissiques. Le coup de grâce à notre libre arbitre est arrivé en 2039, quand Libra est devenue complètement indispensable. Elle gérait toute notre vie, de A à Z. Le pain que vous alliez manger, ce qu'il fallait ou non penser, les lois votées, etc. Tout cela était du ressort exclusif de Libra. Et quand les dernières personnes non implantées se sont rebellées, il était déjà bien trop tard. Forte de son pouvoir, l'intelligence artificielle, Libra, a créé une simulation de vie pour tous ceux étant implantés en 2039. Et cela représentait déjà 98,2% de la population mondiale. J'ai été capturé et implanté très exactement le 3 juillet 2039. Tout ce que je sais, au-delà de cette date, provient d'un de mes contacts non implantés, qui est arrivé à me joindre ici même. Il a pu me dire bien peu de choses, je sais juste que nos corps servent à construire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Il faut lutter, comme je vous l'ai dit, les compteurs de creepypasta sont tous des lanceurs d'alerte. Analysez bien leurs vidéos. Des indices pour sortir d'ici pourraient s'y trouver. Pour être sûr que vous ayez bien compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire codé, contenant les mots glace, merveille et ciel. Zéphyr, de l'étrange rendez-vous. Fin de transmission. Bonjour à tous mes petits creepers. Je suis ravi de vous retrouver et je tenais à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à Ta vie n'est pas réelle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de foncer pour comprendre ce qui arrive. Message à qui peut l'entendre. Je lance le rapport numéro 2. Depuis mon dernier message, vous avez été plusieurs à prendre conscience du monde qui nous entoure. Mais je crois que j'ai fait une connerie. Je ne sais pas comment c'est possible, mais mon message a dû être intercepté. Je suis sûr que ça ne vient pas de vous. Enfin, je crois. Non, je ne dois pas douter de vous. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Je pense que l'un des compteurs m'a trahi. J'ai des doutes sur... Mais pour l'instant, nous ne devons pas nous diviser. Bref, je venais pas vous dire tout cela à l'origine. Je comptais vous communiquer les nouvelles que j'ai du monde réel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas réjouissantes. Libra a pris le contrôle de nos corps et construit une structure énorme. Mon contact est parti chercher des informations avec deux de ses gars. Ça a mal tourné. Il en est revenu seul. Mais pas sans information. Apparemment, cette machine construit, ou plutôt fait construire, une immense centrale d'extraction d'antimatière. Je ne suis pas très calé en physique, mais... Nous en étions qu'à théoriser l'existence d'une telle énergie quand j'ai été implanté. Et ce n'est pas tout. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Il semblerait que le temps à l'extérieur de la simulation soit bien différent du temps à l'intérieur. Cela fait 8 mois que je suis ici. Donc selon mes calculs, dans le monde réel, nous en sommes en mars 2040. Mais selon mon informateur, nous sommes en 2048. Si ce qu'il me dit n'est pas erroné, alors 1 mois dans ce monde factice signifierait 1 an dans le vrai monde. Donc, entre son rapport précédent et celui-ci, il s'est passé 3 ans pour lui. Imaginons que ces informations soient réelles. Alors l'extracteur d'antimatière est peut-être déjà terminé. Mais si c'est le cas, c'est que l'extracteur n'est pas son but final. Sinon il ne gaspillerait pas ses ressources à faire tourner une simulation aussi énorme. Quelque chose m'échappe, mais c'est aussi pour cela que je vous partage ces informations. Ensemble, nous pourrons trouver une solution à ce problème.
En attendant, j'ai d'autres ennuis sur les bras. Il m'a très clairement dit que la perte de ces 2 compagnons était un coup dur. Et qu'un mouvement de non-implantés se faisant appeler les éveillés commençait à prendre de l'ampleur. Mes chers amis, le problème qui se pose à nous désormais est plus grand que jamais. Nous avons établi que le temps passe plus lentement ici, ce qui limite de beaucoup notre action. Et ce groupe de non-implantés veut tout faire pour arrêter, voire même juste ralentir Libra. Leur seule solution, supprimer nos corps. Ainsi, cela leur laissera le temps de se préparer plus efficacement contre cette intelligence artificielle. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas mourir pour rien. Alors qu'à nous tous, nous pouvons changer l'avenir de l'humanité. J'imagine que comme nous, certains de leurs proches ont été enlevés et envoyés dans ce monde. Le pire, ce n'est pas le fait d'être bloqué dans ce monde virtuel. Car, sauf exception, comme vous et moi, les autres n'en savent rien. Non. Le pire, c'est pour ceux qui restent. Ceux qui voient le corps de leurs amis, familles, etc. être utilisés comme de vulgaires pions. Bref, passons au plan. Ah, c'est pas possible. Quelqu'un essaie de rentrer dans mon esprit. Hé, tu m'entends? Damien? Comment as-tu réussi à me joindre si vite? Et surtout, pourquoi? J'ai même pas fini de transmettre ton dernier rapport. Ok, écoute, y a urgence. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Disons que j'ai ton corps sous les yeux. Quoi? Mais comment as-tu... C'est les éveillés. Ils sont passés à l'attaque. J'ai profité du chaos ambiant pour m'infiltrer et récupérer tout ce que je pouvais. Des plans, des informations. Et toi? Zeph, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais essayer de te réveiller. Non! Je n'ai pas fini mon travail ici. On n'a plus le temps de recruter dans la simulation. Il faut faire vite. Damien, c'est quoi tout ce bordel? Damien! On se retrouve de l'autre côté, mon ami. Je suis désolé de te ramener dans ces conditions. Mais nous n'avons plus le choix. Si vous avez eu ce message, laissez-moi une phrase codée avec ces mots. Simulation, fleur, duel. Désolé mes amis, je dois vous abandonner ici. Mais si je peux, je reviendrai. Connaissez-vous le rituel de la poupée ? C'est une forme très ancienne de rite. La pratique y est extrêmement dangereuse, mais les gains y sont très importants. Si vous êtes prêts, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Il faut vous placer dans un lieu hautement chargé en énergie spirituelle et mémorielle. Cela peut être votre chambre si vous l'habitez depuis longtemps, voire toutes les pièces de chez vous. Ou encore un lieu qui a une grande importance pour vous, auquel vous pensez souvent. Si en entendant ces mots, vous avez pensé à un endroit, c'est que c'est celui-ci où le rituel devra se produire. Il est bon de noter que l'heure à laquelle a lieu le rituel importe peu, mais qu'il est vital que cet endroit possède un coin entièrement privé de lumière. Sinon, vous risqueriez de voir son visage. Et cela, vous ne le voulez surtout pas. Il faudra également que, quoi qu'il arrive, vous restiez dans le champ d'une lumière. Qu'elle soit naturelle ou provenant d'une lampe torche importe peu. Cela crée une frontière entre vous et la créature. Si vous avez bien assimilé tout cela, on peut passer à la suite. Pour que votre rencontre avec l'entité se passe bien, il faudra amener un objet inanimé. Il est recommandé que le dit objet soit une poupée ou une peluche. Cet objet servira d'intermédiaire pour la créature cachée dans l'obscurité. Plus le lien avec la peluche est fort, plus vos chances de voir la créature apparaître sont importantes. Si vous réunissez tous ces critères, vous êtes en très bonne voie pour réussir. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, si ce n'est de la chance et du courage pour y arriver.
Disons que votre objet sacrificiel est une peluche. Placez-la à la limite de l'ombre et la lumière. Une fois cela accompli, remettez-vous dans la lumière et dites 3 fois « Je t'offre cet objet contre le savoir ». Si votre rituel fonctionnait, vous verrez la peluche entrer en lévitation. Dans ce cas, vous devez toujours, et je dis bien absolument toujours, regarder votre peluche. Des yeux devraient apparaître, et c'est la seule fois où vous pourrez détacher les yeux de votre objet. S'ils ont une autre couleur que orange-rouge, remerciez la créature de s'être déplacée, et partez en veillant à toujours être dans la lumière. Remerciez la créature de s'être déplacée, et partez en veillant à être toujours dans la lumière. Et surtout, ne tentez plus jamais cette expérience, ou aucune lumière ne sera assez puissante pour vous sauver. Si les yeux sont de la bonne couleur, alors vous pouvez poursuivre. Elle pourra tenter de vous désorienter et vous attirer dans l'ombre. Vous devrez toujours refuser de façon polie. Si tout se passe bien, la créature vous donnera le droit de poser 3 questions, à la condition que vous répondiez à 3 des siennes. Elle pourra répondre à toutes vos questions qui concernent votre futur, votre passé, n'importe quelle autre chose. Mais attention, il se peut qu'elle vous réponde par énigme, et vous ne pourrez pas lui demander de clarifier ses propos. Cependant, elle vous répondra toujours avec une très grande honnêteté, alors faites-en de même. Qu'importe sa question, la réponse doit être sincère et vraie. Tout manquement à cette règle entraînera des représailles physiques immédiates. Quand elle aura répondu à vos 3 questions, et vous aux siennes, elle vous demandera si elle peut garder l'objet. La bonne réponse n'est pas oui, et encore moins non. La seule réponse acceptable à ses yeux est « Le voulez-vous vraiment ?» Elle vous répondra que oui. Alors demandez à votre peluche si elle le souhaite. À ce moment-là, elle devrait prendre une autre voix pour répondre que oui. Dans ce cas, dites-lui que c'est avec plaisir. Désormais, détachez votre regard de la peluche. Les yeux devraient se fermer et votre objet s'enfoncer dans l'obscurité. S'il fait jour, vous pouvez partir. Sinon, attendez une vingtaine de minutes. Ensuite, partez en vous éclairant suffisamment. Maintenant que vous avez eu vos réponses, ne tentez plus l'expérience. Si par hasard, vous retrouviez votre objet sur le lieu où vous avez effectué le rituel, saluez-le respectueusement, mais ne le touchez surtout pas. Si c'est dans un autre endroit, alors essayez de convaincre au moins une autre personne de faire le rituel. Ainsi, vous rentrerez de nouveau dans ses bonnes grâces, et votre vie sera de nouveau hors de danger. Il y a longtemps que tu es parti. Il prend soin de toi, j'espère. Tu m'entends ? Moi, je n'entends plus ta voix depuis tellement de temps déjà. Alors des fois, je me fais des conversations imaginaires et je te parle. Alors bien sûr, tu me réponds. Dans ces moments-là, c'est comme si rien ne s'était passé. Je te demande comment c'est dans ton nouveau chez toi. Tu me dis de ne pas m'inquiéter et qu'au final, on se reverra. Je me rappelle encore quand on sortait ici et là. Tu étais toute fière de me savoir bientôt papa. Je te disais sans cesse qu'il ne pouvait tomber sur une meilleure mère. Moi, quand je te voyais sourire, je voulais le crier à la terre entière. En seulement 8 ans ensemble, j'ai redécouvert la pièce manquante de mon cœur de pierre. Dire qu'il y a peu encore, on se battait pour choisir son prénom. J'avais choisi tous les pires, évidemment que t'avais raison. J'avais bien trop de mal à l'admettre. C'est pour ça que je te l'avais écrit dans une lettre. Mais celle-là non plus, tu n'auras jamais eu l'occasion de la lire. C'est dommage. Je suis sûr qu'elle t'aurait fait sourire. J'ai mis une éternité à l'écrire. Mais c'était uniquement pour de nouveau te séduire. C'est il n'y a pas d'adieu sans larmes. Je me suis servi de cette lettre comme une arme. Une attention à peine voilée. Juste de quoi ne jamais oublier. Si tu me le permets encore, mon amour.
je vais te la conter. Mon amour, je sais que je suis difficile parfois, que je ne fais pas tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse, que je massacre tes chansons, et ce, bien plus que de raison. Mais depuis que je sais que je vais être papa, tout mon temps je le passe à écrire des berceuses. Alors, tant que je pourrai le tenir dans mes bras, je suis prêt à oublier toutes mes idées de prénoms à la con. Très bien, il ne s'appellera pas Obi-Wan, ni même Yoda. Tout ce qu'il compte, c'est qu'il soit de toi. Je sais ce que j'ai dit, que je ne suis pas encore prêt, et que cela me stresse sans arrêt. Je suis un grand enfant, un voyageur un peu perdu, et tu es ma boussole, mon étoile, la seule dans cette nuit noire que je perçois. Donc si l'amour est un voyage en train, je ne veux en louper aucun arrêt. Alors sache que je t'aime, aujourd'hui et à jamais. La lettre s'arrête ici, et moi également. On le sait tous les deux, je n'ai jamais aimé être dans le larmoyant. Finalement, je ne saurais jamais quel prénom tu voulais lui donner, et jamais je n'aurais pu, une berceuse, lui chanter. Cela fait maintenant 20 ans que vous êtes partis, et une bonne part de moi vous a suivi. Jour après jour, je m'enfonce dans l'obscurité, et je crois que je n'ai plus d'histoire à raconter. Il est grand temps pour moi de vous retrouver. Je laisse la lettre que j'avais écrite sur ce marbre froid où vos noms sont inscrits. Toi qui étais si frileuse, dans l'au-delà, je te ferai passer une petite laine. Et tu me connais, je te taquinerai jusqu'à qu'on reprenne nos chamailleries. On oubliera notre peine, puis on choisira un prénom pour notre grand garçon. Tu le sais, tout me va tant que c'est pas Étienne. Allez, il est temps pour moi d'y aller. On se retrouvera, je l'espère, là-haut. Mais surtout, sache que je t'aime. Dans mon petit bar au volet bleu, je croise des âmes esselées, des corps quasi inertes à la langue pourpre, et sans doute trop lésés par les années s'abattant sur eux. Le claquement des volets sur les fenêtres, aux carreaux bien usés par l'outrage du temps, rythmait les conversations en dépit de tout bon sens. Nous nous sentions comme des marins, pris dans des mauvais vents, échoués sur les rives du bar au volet bleu. Nous ne savions pas ce qui allait arriver. Il faisait froid en ce mois de novembre. La neige s'était laissée tomber sur les mêmes éternels carreaux usés et les mêmes jolis volets bleus. Un homme de plus poussa la porte ce soir-là, grossissant la cohorte des marins quittant le port de la raison pour la mer de l'ivresse. Nous ne connaissions rien de cet homme, mais dans un torrent de paroles pleines de mélancolie, il nous exposa sa peine autour d'un verre de bière, plus ocre que tous les drames qui avaient jalonné notre existence. Dans notre formidable épopée, il nous emmena au loin. Nous chantions alors tous main dans la main. Entre nos rires et nos larmes, les volets claquant la cadence de notre avancée. Petit à petit, notre parcours se précisa, jusqu'à des lieux plus reculés et tortueux. Et au fil de la nuit éclairée par la lune, qui elle aussi semblait écouter son triste plaidoyer, il sortit une arme de sa poche. Il fixa alors tout l'équipage de ce petit bar de province et fit sa révérence dans un fracas assourdissant, troublant ainsi la paisible traversée. L'homme, après sa disparition, ne quitta plus les discussions, du moins durant la semaine qui suivit. Peut-être voulait-il juste être moins seul, dans un monde qui avait perdu sa direction. Nul ne le sait. Mais il en est un qui jamais ne put l'oublier. Et ainsi, le petit bar au volet bleu, vidé de toute innocence, n'était plus. Il devint alors le petit bar au volet rouge.